9h19 sur Sud Radio est un secret. On vous emmène ce matin dans les coulisses d'un pouvoir qui n'a fait que grandir au fur et à mesure des années. Un pouvoir trop peu connu qu'on appelle le pouvoir de nomination. Bonjour Mickaël Moreau. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste et enquêteur, mais également avec une véritable plume. On vous retrouve aux éditions Robert Laffont dans ce livre signé Sa Majesté nomme, enquête sur un pouvoir présidentiel exorbitant. Comment l'idée d'une telle enquête, d'un tel sujet, est arrivée jusqu'à vous ? Parce que c'est un pouvoir très méconnu, en fait, alors que c'est finalement l'un des pouvoirs auxquels les présidents de la République tiennent le plus, y compris beaucoup Emmanuel Macron. C'est-à-dire que de quoi on parle chaque année, des milliers de personnes sont nommées par le président de la République. Donc c'est des postes, c'est pas seulement des hauts fonctionnaires, c'est aussi les recteurs, les diplomates. Enfin, il y a énormément de postes, les procureurs. C'est d'ailleurs etc. un peu vertigineux quand on vous lit, parce qu'on en découvre que ce soit l'agence de rénovation, que ce soit parfois même diplomate pour un sous-élément qu'on retrouve à l'autre bout du monde. Ça touche vraiment à tous les domaines. Il y a beaucoup de postes aussi dans le milieu de la culture. C'est un petit peu des personnalités qui dirigent l'État mais qui n'ont pas été élus mais qui doivent appliquer en fait la feuille de route du président de la République. C'est un pouvoir méconnu alors que très souvent il donne lieu aussi à des controverses et qu'il y a des questions très brûlantes qui se posent. Même par exemple là en ce moment, quid de la présidence de l'Institut du monde arabe, même si la procédure de nomination est un peu complexe, Emmanuel Macron tient beaucoup entre ses mains le sort de Jack Lang. Qu'est-ce qui va se passer à la tête pour la présidence du Louvre dans les prochains mois? Qui va être nommé à la tête du Conseil d'État et de la Cour des comptes dans les prochaines semaines? Est-ce qu'il va y avoir dans les prochains mois aussi du recasage, puisqu'il y en a eu toujours lors des fins de règne des présidents de la République? Est-ce qu'Emmanuel Macron va faire pareil? Donc c'est un dossier, ce sont des dossiers à chaque fois extrêmement brûlants, même si c'est un pouvoir qui reste finalement assez méconnu. Précisons quand même aussi l'ampleur de ce pouvoir, parce qu'il a été notamment excessivement renforcé par Mitterrand au cœur de l'été 1985, et il faut aussi préciser la manière dont Emmanuel Macron se l'est approprié. Oui, alors donc c'est des milliers de personnes qui sont nommées chaque année. Il y en a tellement que même l'Élysée ou Matignon ne savent pas donner le chiffre exact. Les sources convergent autour de 5000, mais il y a une source qui m'a dit qui a fait une évaluation jusqu'à 10 000 postes qui sont concernés, qui relèvent directement du président de la République. Sachant que ce pouvoir s'est étendu tout au long de la Ve République, c'est-à-dire qu'à l'été 1985, François Mitterrand fait passer un décret un peu en douce, parce qu'en plein été, qui élargit encore son pouvoir de nomination, c'est-à-dire le nombre de postes qui relèvent directement du président de la République plutôt que du gouvernement. La date n'est pas un hasard, puisque c'est quelques mois avant les élections législatives. Il se prépare à la fameuse cohabitation. À la cohabitation. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est un pouvoir auquel il tient beaucoup, auquel il s'implique. C'est sûrement, sans doute, le président de la République de la Ve qui s'implique le plus dans les nominations, à tel point qu'il reçoit lui-même, sur beaucoup de postes, les candidats lui-même en personne, en tête-à-tête. Il dirige les castings pour choisir la personne qui va être nommée. Par exemple, lorsqu'il a fallu nommer la présidente du Louvre, c'est lui qui a reçu les différents candidats en tête-à-tête et c'est lui qui a choisi Laurence Descartes. Et vous racontez parfaitement ça, les différents entretiens, la manière dont il travaille les sujets, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être un grand oral du baccalauréat, c'est-à-dire qu'il veut connaître leur orientation, la manière dont ils vont s'impliquer dans le sujet, à quel point ils maîtrisent justement ce sujet-là. Et vous racontez aussi dans ce processus de nomination une certaine perversité quand même du chef de l'État à parfois faire attendre certaines décisions, certaines nominations, parfois au dernier moment, à tel point d'ailleurs que quand il n'est pas convaincu, vous racontez des vacances de poste absolument considérables, pourtant dans des instances importantes. Donc Emmanuel Macron, là aussi, impose ce qu'il a perdu depuis, quand même, cette idée de maître des horloges. Il impose le temps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup en matière de nomination, il y a eu beaucoup de procrastination, effectivement, des vacances de poste ou des intérims. Il y en a toujours. Il prend son temps en bûchant, effectivement, les dossiers. Il y a beaucoup des personnalités qui ont été reçues par le chef de l'État qui m'ont raconté qu'ils sont sortis de l'entretien absolument persuadés qu'ils allaient être nommés, totalement séduits aussi par le chef de l'État qui a distribué une feuille de route
route, qui est rentré dans le fond du dossier, et ça a provoqué aussi des désillusions et des déceptions. Par exemple, sur le château de Versailles, il y a eu beaucoup quand il a fallu trouver la personne qui allait succéder à Catherine Pégard, il y a eu beaucoup de personnes, il y a plusieurs personnalités qui ont entendu de l'Élysée qu'il serait nommé, jusqu'à ce que finalement Emmanuel Macron choisisse Christophe Le Ribaud, qui n'était lui-même même pas candidat. Et vous le racontez, c'est la richesse aussi de ce livre, en plus de votre plume, c'est les 170 personnalités, je crois, que vous avez rencontrées, appelées, que vous avez pris le temps d'interroger, presque de décortiquer sur tous les rendez-vous, sur tous les endroits par lesquels ils sont passés. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, quand vous vous êtes plongé justement dans cette expérience, dans ce pouvoir que vous avez qualifié vous-même au début de notre conversation de méconnu? C'est quoi? C'est un peu la déconnexion, c'est ce sentiment de recasage, d'injustice, de ne pas avoir été placé là où il voulait, ou au contraire, parfois des gens très impliqués dans le domaine dans lequel ils voulaient récupérer, on va dire, un petit bout de pouvoir? Alors, ce qui m'a marqué, c'est l'étendue de ce pouvoir du président, même si, en fait, à quel point aussi c'est un pouvoir sur les gens qui veulent être nommés. Donc ça provoque aussi des phénomènes de cour, d'où le titre Sa Majesté nomme. Il y a une part de pouvoir, c'est un pouvoir finalement très, très monarchique, le pouvoir de nomination, qui suscite aussi des luttes d'influence, parfois des personnalités, des groupes d'influence tentent d'influencer le chef de l'État pour pouvoir sur certaines nominations. Et ce qui m'a encore une fois très frappé, c'est le nombre de postes qui dépendent directement du président de la République, y compris des postes qui sont pas... il y a des postes à la fois très exposés, les renseignements, la police, etc. Mais y compris des postes qui le sont beaucoup moins et sur lesquels le chef de l'État s'implique énormément. C'est Christophe Castaner qui m'a raconté que quand il était ministre de l'Intérieur, le chef de l'État lui a bloqué des postes, des noms de sous-préfets qui passaient même pas en Conseil des ministres. Donc c'est vraiment la volonté de garder la main de la part du chef de l'État sur absolument tout, y compris sur des postes qui pourraient être très éloignés de sa vision ou des fameuses, comme on dit pour être politiquement correct, prérogatives du chef de l'État. Alors après, les nominations, c'est aussi une façon c'est finalement les personnes qui vont appliquer en quelque sorte la feuille de route du chef de l'État et ses politiques et sa politique publique dans les différents domaines. Ce sont des personnes qui souvent restent en poste plus longtemps que les ministres. Surtout donc, en ce moment, c'est pas compliqué. Donc il y a aussi une part ça explique aussi l'importance de vouloir nommer les personnalités. Ces personnalités. Dans ce livre, Nommer, c'est régner, c'est-à-dire Sa Majesté nomme, et vous le dites très bien, Nommer, c'est régner, enquête sur un pouvoir présidentiel exorbitant, Mickaël Moreau, vous racontez aussi l'importance de certaines nominations, certaines beaucoup plus importantes que d'autres, notamment dans le choix des candidats, notamment quand ça touche au Vatican. Est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses d'un plantage extraordinaire où même François Fillon est ressorti vraiment plus blanc que d'habitude? Alors, il y a aussi, effectivement, il y a un chapitre, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, comme la police, les armées, etc. Également le choix des diplomates, où parfois il y a eu quelques aléas. Notamment, il est arrivé à plusieurs reprises que des ambassadeurs qui avaient été choisis pour être au Vatican soient retoqués par le Vatican à cause de leur homosexualité. Il y a des sujets qui sont pris en compte. Ça a pu arriver notamment sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande, où le Vatican a bloqué. A mis le droit de veto en disant l'homosexualité est un problème. N'a jamais en fait, sans forcément toujours le verbaliser, mais on a compris que c'était pour ça, c'est-à-dire sans donner l'agrément, puisque pour les ambassadeurs, le pays qui reçoit l'ambassadeur doit délivrer un agrément. Pour tous ceux qui nous écoutent et pour tous ceux qui s'apprêtent à acheter votre livre aussi, Mickaël Moreau, il y a un sentiment, je l'ai lu alors très tôt ce matin ou très tard cette nuit en fonction de la vision, il y a la sensation en fait d'un copinage extraordinaire. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est juste, on va dire, des services entre hauts fonctionnaires et c'est le jeu politique tout simplement avec des chaises musicales où il y a quand même, et je vais pas citer les noms, je vais laisser les lecteurs les découvrir, mais certains grands noms qui parfois même
imposent leur temporalité, leur souhait de poste, et certains presque qui se disent déçus parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas eu leur part du gâteau. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'écœurant dans ce pouvoir de nomination aussi ? Alors, ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où le chef de l'État peut choisir un peu seul, parfois sans critères imposés, les personnes qu'il va nommer, ça peut parfois il a pu y avoir la tentation parfois de nommer sur des critères de proximité plutôt que sur des critères de compétence. C'est pas toujours le cas, mais ça avait été notamment vivement critiqué au moment de la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. C'était le procès qu'on avait fait au chef de l'État. Régulièrement arrive ce genre de controverse sur des critères des personnalités très importantes qui sont nommées pour des critères de proximité. Il y a même, par exemple sur les renseignements, il y a plusieurs patrons du renseignement nommés par Jacques Chirac au début des années 2000 qui m'ont raconté à quel point pour Jacques Chirac c'était très important de nommer des personnalités proches dans un secteur aussi sensible que les renseignements, qu'ils ont alerté eux-mêmes le chef de l'État en disant mais on n'est pas le renseignement, c'est pas notre sujet de prédilection, on ne connaît pas grand-chose. Et le chef de l'État leur a répondu, mais c'est pour ça que je vous nomme, préférant des personnalités proches, c'était le critère avant tout sur un secteur aussi sensible que le renseignement, sachant que pour s'assurer d'avoir la main en réalité. Oui, et puis Jacques Chirac, c'est un sujet sur lequel les services d'espionnage, ils s'en méfiaient beaucoup. Contrairement au président de la République, où on a appris notamment par l'intermédiaire de certains journalistes spécialisés et certains livres, où Emmanuel Macron avait décidé de parfaitement s'impliquer dans les décisions et dans la façon qu'il avait de voir le renseignement en nommant très rapidement et en faisant les changements, on va dire, avec une certaine brutalité. Autre chose que vous mentionnez dans ce livre, c'est que plusieurs présidents de la République quand même ont évoqué à un moment précisément, parce que ça pouvait interpeller, de réduire un peu ce pouvoir de nomination, y compris dans des débats d'entre-deux tours, et ça n'a quand même jamais été fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs présidents de la République qui ont dénoncé une dérive monarchique à propos des nominations, c'était les mots de Jacques Chirac notamment, avant d'être élu. Et finalement, n'ont pas changé grand-chose. Lors du débat de l'entre-deux tours de la présidentielle de 1995, Jacques Chirac promet de réduire son pouvoir de nomination, par exemple, et il ne le fera pas. Étonnant. C'est un sujet qui revient régulièrement, notamment lors des campagnes présidentielles. Donc on verra s'il revient en 2027, c'est-à-dire maintenant dans quelques mois seulement. Une dernière question aussi, Mickaël Moreau, en plus de votre livre, c'est un bonheur de vous avoir aujourd'hui, puisque vous signez aussi la une du Monde Magazine sur un petit monument, on va dire, qui se trouve dans les jardins de Matignon, plus précisément au bout des jardins de Matignon, lieu de pouvoir également, vous vous spécialisez dans les lieux de pouvoir. Expliquez-nous ce qu'est le pavillon musical au fond du jardin de Matignon. Alors le pavillon de musique de Matignon, c'est tout au fond, c'est un bâtiment, une petite bâtisse, qui est tout au fond du jardin effectivement de Matignon, qui est l'endroit où les premiers ministres tiennent leur rendez-vous secret, leur rendez-vous un peu plus confidentiel. Donc il y a beaucoup de négociations qui nécessitaient de la confidentialité qui s'y sont passées. Les visiteurs qui veulent rentrer au pavillon de musique, qui sont reçus par le Premier ministre, passent par une entrée secrète au 36 rue de Babylone. C'est plutôt que le 57 rue de Varennes, plutôt que la rue de Varennes. Ça permet de pas traverser la cour d'honneur et de pas croiser de journalistes. Le pavillon de musique à Matignon, l'annexe secrète du pouvoir raconté par des premiers ministres. Si vous voulez tout connaître de cette petite pièce où il y a eu confidence, engueulade, mais aussi signature d'accords historiques, c'est à la une du Monde Magazine, et donc c'est à lire dès ce week-end, ou bien sûr sur le site internet, mais également en librairie. Mickaël Moreau signe l'essai dont on vient de parler, en tout cas cette enquête, Sa Majesté nomme, enquête sur un pouvoir présidentiel exorbitant. C'est chez Robert Laffont, et c'est fascinant parce que d'un sujet complexe, vous arrivez à en faire un enjeu de lutte de pouvoir, et donc un récit au cœur des nombreuses personnalités que vous avez interrogées, déjà plus de 170, et surtout des nombreux lieux de pouvoir, des palais, des couloirs, avec des luttes presque intestines par moment pour décrocher un poste. Sa Majesté nomme, c'est signé Mickaël Moreau, et c'est à retrouver selon la formule dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.